Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons reprendre donc ce tableau des Noces de Cana sur lequel nous étions tombés en arrêt dans notre visite du Louvre la semaine dernière. Nous intéresser donc la façon dont Véronèse a agencé les différents groupes qui ponctuent donc cette toile immense et qu'il dispose à son gré. Donc je vous rappelle que le tableau a été commandé par les bénédictins du couvent San Giorgio Maggiore à Venise, avec un contrat très précis qui stipulait donc la taille immense. Je vous rappelle qu'il s'agit de 73 mètres carrés de surface peintre, quasiment 10 mètres sur 7, qui devait orner le grand mur du fond du réfectoire donc du couvent. Et le contrat stipulait également qu'il fallait placer dans la composition autant de personnages qu'il était possible d'y placer. Donc Véronèse y est très très bien employé puisqu'il y a plus de 130 figures dans ce tableau. Et ce qui est incroyable, c'est que ce tableau n'est absolument pas ennuyeux à regarder, qui nous émerveille toujours. Et on va voir petit à petit donc comment ce que ça a été fait. Quel est l'art de ne pas ennuyer les gens quand on place 132 figures dans un tableau. Donc on va voir que en fait c'est des logiques de variation, d'opposition. Donc opposition entre le profane et le sacré d'abord puisqu'il s'agit des Noces de Cana et que par les disciples, quelques disciples, le Christ, sa mère, il y a énormément de personnages qui représentent simplement la foule des figurants dans une splendide fête vénitienne et orientale, on ne sait pas trop, puisque il y a vraiment un mélange dans les costumes entre des costumes à l'oriental et plus occidentaux, plus vénitiens. Mélange entre les costumes somptueux des maîtres plutôt et ceux des serviteurs. Mélange aussi entre les hommes et les animaux, puisqu'il y a beaucoup de chiens, d'oiseaux, de perruches, de chats qui ponctuent les différents groupes humains. Mélange entre la sphère terrestre et la sphère céleste, avec cet immense ciel magnifique. Mélange et opposition. Des oppositions. Et on voit que Véronèse dispose donc des petits modules, des petits groupes faits de 2 ou 3 personnages, souvent 2, qui forment des modules, des groupes très serrés de personnages qui fusionnent quasiment, et dont les têtes s'opposent dans l'angle de vue, dans le mouvement, dans le costume aussi. De façon à ce que l'intérieur de ces modules, donc composé de 2 ou 3 personnages, soit une composition à part entière à l'intérieur même. Et c'est ce qu'on va voir ici dans cette vidéo, c'est comment ça a été composé et quelles sont les oppositions qui ponctuent ça. Donc on va travailler avec plusieurs instruments. Donc d'abord au crayon, tout simplement au crayon mine, pour faire une étude des ombres, et ensuite au stylo pilote et pinceau. Stylo pilote dont l'encre va se diluer, le pinceau trempé dans l'eau va nous servir à faire fondre le trait du stylo et travailler au lavis en même temps qu'on travaille au trait. Et donc avoir des fondus intéressants. Donc on va inaugurer cette technique qu'on va reprendre ensuite dans plusieurs exercices les semaines prochaines. Voilà, la suite en image. Alors, il y a 132 personnages dans la composition des Noces de Cana par Véronèse. Ces personnages sont disposés par groupes, petits groupes, et ces petits groupes, il les agence à son gré. Ils sont eux-mêmes structurés en plusieurs personnages, 2 ou 3, sur une logique d'opposition et de mouvement. Donc ces groupes forment des petits modules qu'il peut faire varier dans la composition. Chacun de ces modules recèle en lui une dynamique de mouvement et d'opposition. En effet, Véronèse ménage des jeux d'opposition dans la disposition des têtes, dont l'angle de vue s'oppose avec une certaine radicalité. Donc ici, on voit que sur cet exemple, un serviteur et
1 mètre, les têtes sont disposées avec une opposition, donc vue d'arrière et vue devant. Donc un 3/4 face pour le personnage d'arrière, et la tête vue de 3/4 dos, en fait, 3/4 arrière, avec une vue sur l'oreille, donc pour le personnage qui nous tourne le dos. Alors, quand on pose donc ces personnages par le dessin, vous voyez que je les pose vraiment ensemble, comme une masse, une seule masse. Donc il faut vraiment considérer d'abord le groupe avant l'individuel quand on dessine des compositions comme ça. C'est très important donc, et ça soutient beaucoup la justesse de l'ensemble, de traiter d'abord le groupe. On voit que dans chaque visage, j'ai ensuite distingué donc oreille pour la tête qui nous tourne le dos, l'oreille avec le dos de l'oreille qu'on aperçoit, d'accord, et sur le personnage qui nous fait 3/4 face, donc la ligne donc du nez, ligne générale du nez et ligne de l'arcade sourcilière. Voilà. Pour l'instant, on n'en fait pas plus. On dispose les personnages donc avec simplement les épaules. Vous voyez que les deux têtes à chaque fois fusionnent. Hein. C'est vraiment la logique. Et on va prendre d'autres groupes où elles fusionnent un peu moins. Alors ici, c'est un groupement de 2 têtes qui forment, qui ne sont pas en opposition absolue donc sur l'angle de vue, mais par contre qui vont former une dynamique de bascule, une dynamique cinétique. Donc ici c'est vraiment le mouvement qui va dicter la logique de la composition sur cet agencement de 2 têtes. L'une des 2 têtes est un peu plus massive que l'autre, notamment parce qu'elle est en premier plan et ensuite parce qu'il y a une barbe. On note l'opposition des costumes à chaque fois. Sur les 2 ensembles de personnages qu'on a déjà traités, il y en a à chaque fois vous avez un costume plutôt vénitien et un costume plutôt oriental. Et ici, pour varier absolument, c'est le costume oriental qui est en premier plan, alors que sur le groupe qu'on a traité précédemment, c'était le costume oriental qui était en arrière-plan. Donc en permanence, c'est variation et opposition ici. De même, on pourra voir que l'ampleur des barbes joue comme ça dans la variation. Ici, les barbes ne sont pas taillées de la même manière. La barbe est un véritable accessoire théâtral ici. Tout est théâtre hein, dans cette composition. Ici, une opposition simplement très simple, vue de face, vue de profil. Voilà. Avec un espace assez restreint entre les 2 têtes. Donc, mais pour le coup, on voit que le corps de gauche se penche légèrement donc, vers le corps de droite, qui lui aussi se penche vers le centre. Donc les 2 corps se penchent un peu l'un vers l'autre. Donc une logique vraiment de rapprochement en groupe. Même si donc malgré l'espace interstitiel qui les sépare, eh bien, on distingue clairement, on identifie un groupe. Et ici, justement, cet espace interstitiel va vous aider à dessiner. Donc, on a posé les 2 masses des têtes de manière sommaire pour avoir un espace interstitiel qu'on va pouvoir traiter. Et à chaque fois, donc, à l'intérieur des têtes, eh bien, vous avez le placement voilà, de la... alors là, pour la tête de face, vous avez l'axe du nez qui est très important, donc quasiment, c'est peut-être jamais exactement au milieu, hein. Ici c'est très légèrement décalé vers la gauche, mais enfin quasiment au milieu, et sur laquelle on peut mettre l'axe de l'arcade sourcilière avec les yeux, la coiffe, voilà, et le mouvement de la bouche, avec un fort pli du mou. Voilà, on pose les épaules, le groupe est posé, donc vous voyez que le principe de cet exercice est de poser sommairement les masses des corps avec simplement quelques détails évoqués sur les têtes, et ensuite de poser
nous les traiterons en valeur, voilà, avec, donc on reviendra sur tous les groupes de personnages en les traitant en valeur, avec des grisés. Voilà. Donc ici encore un espace interstitiel, donc un groupe de 2 têtes d'arrière-plan. Ici on voit qu'il y a non seulement une opposition dans l'angle de vue, puisqu'on a encore une fois une tête vue d'arrière et une tête vue de 3/4 face, mais encore une fois une variation dans l'angle de vue en hauteur, puisque une tête s'avance vers nous, on voit le dessus de la tête, et ici on a une vue plongeante sur la tête qui est à l'arrière, puisqu'elle est penchée vers l'autre tête. Donc un double changement de point de vue entre les deux. Encore une fois, sur la tête vue de dos, on voit légèrement l'oreille et un début de calvitie sur la tête. Ici sur cette tête là, donc un 3/4, on pose bien donc les épaules par rapport à la tête, donc l'axe du nez, l'axe des arcades toujours, et la légère moue de la lèvre supérieure. Donc ici on remarquera que pour faire la bouche, c'est beaucoup plus facile de placer le pli de la lèvre supérieure, et la lèvre inférieure on ne la fait pas, mais ce qu'on fait c'est l'ombre en dessous du menton. C'est plutôt le menton qui va donner l'illusion de la lèvre inférieure. Donc on ne place que la lèvre supérieure et le pli du menton. On commence à placer des valeurs. Donc on place un peu le dessin du contour de la valeur, donc ici la pommette, l'arcade, là-bas donc le pli du mastoïdien qui rejoint l'oreille avec une belle oblique. Voilà, on rajoute quelques éléments de coiffure, donc le dessin ne s'arrête pas, hein, le dessin continue toujours, donc il ne s'agit en aucun cas de colorier. On place le contour de la valeur et on remplit avec la valeur. Donc pour l'instant la valeur est une indication d'ombre. Une indication d'ombre, ça veut dire qu'on place une seule valeur, un seul gris uniforme, partout là où l'ombre est présente. Donc l'ombre en dessous du nez, voilà. La coiffe, donc ici vous voyez donc des petits coins d'ombre. Alors, donc en plus de cette valeur grise uniforme, on peut placer des petits encarts, des petits coins d'ombre juste qui sont assez précis et qui vont révéler un peu les détails, donc par exemple ici autour de l'oreille. Voilà, donc là ici quelques détails des cheveux autour de la tête. On enrichit légèrement la matière, donc à chaque fois pas de valeur sans placer le dessin qui cerne cette valeur, qui situe cette valeur. Voilà, on voit que l'ombre circule, elle n'est pas éparpillée, elle a une densité et une logique très forte. Donc à chaque fois, c'est comme une tache qui se répand, qui s'infiltre dans des recoins. On essaye de l'unir au maximum. Elle est d'ailleurs relativement unie sur la peinture. L'essentiel nous est donné par Vermees. Vous voyez, c'est vraiment une forme liée, comme ça, qu'on peut simplifier légèrement. Ce qu'il faut, c'est en garder vraiment l'esprit, et qui joue sur les surfaces. Donc c'est la rotation de l'ombre, sa variation sur le visage va dépendre donc évidemment du modelé du visage, c'est-à-dire des variations des plans. Donc bien prendre en compte la variation des plans, la façon dont les plans tournent autour de la tête, des épaules, pour placer l'ombre. Ici c'est un exercice de compréhension du modelé de l'ombre sur le visage. À la fin de cet exercice, vous pourrez, si vous étendez cet exercice à une pratique personnelle, eh bien vous pourrez vous entraîner à créer des têtes et à placer un ombré d'imagination avec une source de lumière que vous estimez, ce
qui est un exercice très intéressant pour la création de personnages. Et donc tout ce qui est illustratif, narratif, c'est absolument indispensable de savoir faire ça. Et donc de copier ce genre de compositions qui sont extrêmement instructives puisqu'elles offrent une diversité magistrale de points de vue, d'ombres différentes, d'éclairage. Ici, à chaque fois, on voit comment on lit la lumière sur les cheveux, la lumière sur la joue, etc. C'est pas l'objet, bien sûr, de foncer les cheveux en rapport avec la couleur locale plus foncée des cheveux. Non, ici, ce qu'on pose, c'est vraiment la circulation de la lumière. Voilà, donc ici, il s'agit vraiment de la répétition avant de travailler à l'encre, au stylo encre et pinceau. Étape assez indispensable qui vous permet vraiment de mémoriser, d'avoir en tête donc, à la fois les ombres particulières de ces visages, mais en plus une logique générale. Donc comment est-ce que l'ombre tourne autour d'un visage, comment est-ce qu'elle est située sous les arcades sourcilières, sous le nez, sous la lèvre supérieure, sous la lèvre inférieure au-dessus du menton, et puis sous la mâchoire, sous le menton à chaque fois. Et donc sur un 3/4 ou sur une face, vous avez souvent l'ombre qui vient sur le côté, prendre donc une partie de la tempe, une partie du front, bien sûr en dessous des yeux, les orbites, en dessous du nez. Ensuite l'ombre glisse sur la joue, atteint le menton, et rejoint un peu l'ombre qui tombe du pli inférieur de la bouche, entre la bouche et le menton. Voilà. Et cette ombre, donc, on n'oublie pas de lier l'ombre vraiment entre coiffe ou cheveux, visage, épaules, cou. Eh bien, à chaque fois, l'ombre de ces éléments est liée. Il n'y a pas de rupture. Il doit y avoir une continuité, c'est très important. Alors maintenant, on passe au stylo, donc, et on reprend donc les postures qu'on a étudiées avec les groupes. Encore une fois, ici, le groupe des 2 têtes, bien liés, hein, on les fait vraiment ensemble. On pose les éléments ensemble. Donc, vous voyez la ligne des arcades sourcilières, le nez a été posé, donc l'axe du nez, la bouche, la coiffe. Le visage a été bien séparé entre coiffe et visage visible. Ici, sur la droite, donc le personnage avec l'oreille, qu'on distingue bien, avec le dos de l'oreille, comme ça, dont on voit la masse. Voilà, donc sur le profil, ici très en raccourci, on note bien le creux de l'orbite, hein, en face du pavillon de l'oreille. Très important, c'est très caractéristique de cet angle de vue. Là. Voilà, on a posé les principaux repères. On va poser quelques détails en plus. Bientôt, on va poser un peu plus de valeur, c'est-à-dire qu'on va on va commencer à assurer légèrement, voilà, et tout de suite après, le pinceau a été préparé avec de l'eau et fait fondre le stylo roller. Voilà. Donc je précise qu'on travaille sur papier fort, hein, papier aquarelle, bien sûr c'est l'idéal. En tout cas papier épais, sinon l'encre du stylo vous ne pourrez pas la diluer. Donc au moins papier 150 grammes. Au moins 120 grammes, 150, 180, 200, et donc le papier aquarelle c'est 300, donc c'est l'idéal. Voilà, à chaque fois, vous voyez que tout de suite, intervention du pinceau dès qu'on a posé donc les traits. Vous voyez que les traits qui ont été posés depuis trop longtemps, ils fondent moins. Voilà. Donc vous pouvez jouer avec cette notion, donc les traits, si vous ne les traitez pas tout de suite, fondent moins. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi. Et comme on a vu, là je suis passé un petit peu avec de l'eau sur la partie claire, comme j'avais posé les traits depuis plus longtemps, ils ont très peu fondu et donc la partie claire est restée claire. Donc voilà, ça a son utilité aussi. Si vous voulez vraiment créer de l'ombre forte, il faut diluer le stylo que vous avez posé tout de suite, vraiment dans l'immédiat. C'est pour ça que le pinceau est tenu très près, il est vraiment maintenu prêt là, à intervenir. Voilà. Hop.
et tout de suite. Il ne s'agit pas de se presser et de s'emmêler le pinceau, mais d'intervenir vraiment dans le temps qu'il faut. Voilà. Donc vous voyez qu'ici j'assure la continuité de l'ombre entre la barbe et les cheveux. Donc on va continuer à descendre l'ombre ici sur la partie, sur le corps, voilà. Voilà, pas la peine d'en faire trop, on va passer sur l'autre visage. Voilà, vous voyez ici, tout de suite je dilue parce que c'est de l'ombre forte. Dessous. Voilà, hop, le pinceau tout de suite. Donc il est maintenu dans l'autre main. Et voilà, il a de l'eau à l'intérieur. Voilà. Voilà, comme je n'utilise pas beaucoup d'eau, de temps en temps il faut le réalimenter un petit peu en eau. Hein. Vous avez votre pot d'eau à côté. Voilà. Donc on travaille sur papier aquarelle. Vous remarquez qu'ici c'est un pinceau martre, fin. Donc numéro 3, alors vous pouvez prendre numéro 3 ou 4 hein, en l'occurrence. Ils sont très fins, c'est très bien. Donc soit martre, soit synthétique. Le mieux c'est martre bien sûr. À cause de la qualité de la pointe. Petit rehaut. Donc les rehauts, voilà, vous voyez, pour que ça fonde vraiment, on intervient tout de suite avec le pinceau. Voilà. Donc, alors une chose à savoir, c'est que voilà, là c'est encore légèrement humide. Hein, le lavis que j'avais posé restait peut-être encore légèrement humide. Donc quand vous intervenez avec le stylo sur un lavis encore humide, bah, le trait va être il va rentrer plus facilement et il va noircir plus le trait. Hein, voilà. Si le papier est humide. Et donc le trait risque de se voir aussi plus. Donc jouez vraiment. Il faut que faut assumer votre hachure. Hein. De toute façon, elle continue de se voir, même si on la fond, elle se voit quand même. Elle reste quand même là. Donc voilà, c'est pas du tout du coloriage, c'est du dessin. Bien sûr, du dessin dilué. Qui permet de travailler en lavis également. Un peu une fusion entre dessin et la vie. Alors notre deuxième composition, donc à chaque fois c'est vraiment confortable parce qu'on l'a dessiné une première fois, donc le trait ici semble plus aisé, on est en terrain connu, c'est bien de travailler comme ça. Donc mise en place générale de la première tête, mise en place générale de la deuxième tête, donc on regarde bien l'espace interstitiel. Voilà. Avec soin, remarquez bien que le nez frôle la nuque de la première figure. Ici, voilà. On remarque bien donc la différence d'échelle entre les deux têtes. Hein. Il y a une figure qui est vraiment en premier plan. Il y a une profondeur de champ assez importante entre les deux têtes ici. Voilà ce qui fait la différence. Hein. Ici, l'opposition n'est pas dans l'angle de vue, mais plutôt dans l'échelle. Proportion entre les deux têtes. Bien sûr, il y a ce merveilleux mouvement d'inclinaison qui est donné, qui est suggéré finalement par l'association de ces deux têtes. Donc c'est pour ça que j'ai mis un trait comme ça qui lie un petit peu les deux têtes pour faciliter la composition. Vous pouvez le faire aussi. Ça a une certaine logique, une certaine pertinence. Donc on remarque bien à l'intérieur de l'oreille le tracé de l'ombre à chaque fois. Hein. Remarquez que les deux oreilles ne sont pas pareilles. Hein. Vraiment. Il s'agit de portraits individuels. Véronèse a fait poser beaucoup de personnalités. Alors on a semblé reconnaître un certain nombre de personnalités connues dans les personnages qu'il a disposés et habillés de manière assez, avec une grande fantaisie. Donc toujours en alternant de manière très serrée, comme ça, presque binaire, les vêtements à l'orientale et les vêtements à la vénitienne, à l'occidentale. Ici la coiffe qui est plus foncée, hop, on regarde bien où est l'ombre, où est la lumière. Ici il y avait une tache de lumière sur le front. Voilà. L'ombre à l'intérieur de l'oreille. Voilà, tout de suite on se concentre bien. Alors en fait il faut plus penser aux réserves, c'est-à-dire au blanc que vous laissez, finalement que à la masse, qu'aux masses sombres quand vous faites ça. Hein. Pensez plus à la réserve que vous allez laisser qu'aux masses sombres.
Euh, c'est ce sur quoi il faut vous concentrer, surtout sur le premier passage. Donc les réserves de blanc, les masses claires. Voilà, vous dessinez les masses claires en posant les masses sombres. Gardez bien ça à l'esprit, toujours vous concentrer sur les masses claires. Voilà, donc ici c'est vraiment cet exercice que je fais. Hein. Dans le turban, il y a une alternance de masse sombre, de masse claire, ce qui donne vraiment un relief. Hein, ça fait tourner, c'est vraiment superbe. On voit qu'il aimait beaucoup les turbans. Ça donne une richesse à la coiffure extraordinaire. Véronèse a vraiment assemblé ce qui lui pouvait lui paraître de plus pittoresque, de plus agréable à peindre dans cette composition. On voit aussi que les groupes de personnages sont scandés par des animaux comme des chiens, des oiseaux, des perruches, des chats. Donc vous voyez aussi qu'il y a des confrontations d'âge aussi. Hein. Enfin, vous avez pas mal de vieux barbons, enfin, plus ou moins dans la force de l'âge. Et beaucoup de jeunes enfants, jeunes serviteurs. Donc il associe vraiment les différents âges de la vie. Donc là, c'est deux, ces deux faces de personnages. Cette manière dont ce personnage-là est plus renversé en arrière. Donc on nous offre vraiment une superbe vision sur son cou, sur sa barbe et son cou, et sur la... Donc c'est presque une mise en gloire du mastoïdien, hein, ce muscle superbe qui relie l'oreille au clavicule, donc qu'on appelle le sternocléidomastoïdien, qui réunit la réunion des clavicules au sternum et l'oreille. Donc cet axe ici, là, légèrement oblique, qui est vraiment mis en valeur. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu et que vous allez le poursuivre. Hein. Vous pouvez vraiment naviguer dans cette magnifique toile, vous intéresser à d'autres groupes, aussi faire jouer votre imagination, puisque vous pouvez continuer sur un début de composition de Véronèse, vous pouvez continuer à votre gré en imaginant vous-même des éléments, des animaux, enfin tout ce que vous voulez, bien sûr. Donc ces deux instruments-là, nous allons les reprendre. Hein. Entraînez-vous à les utiliser. C'est très agréable, voilà, regardez bien les différences, donc comment est-ce qu'il faut faire varier la technique en fonction du papier humide, papier sec, voilà, la vitesse à laquelle vous intervenez avec le pinceau quand le trait au stylo a été posé. Je vous retrouve bientôt, donc la semaine prochaine, au Louvre pour une nouvelle vidéo en confinement. En attendant de se retrouver réellement dans le musée. Enfin, bon, je pense qu'on va encore rester comme ça un bout de temps. D'ici là, portez-vous bien et continuez de dessiner. Et voilà, à la semaine prochaine.